artérioles rectilignes à l'intérieur de ce stroma. Et ça va évoluer comme ça, à peu près jusqu'à 7 mm. On compte maintenant qu'il faut que l'endomètre doit avoir à peu près 7 mm. Alors, bien évidemment, sur cette coupe ici, on peut voir des coupes d'une glande qui s'invagine, une glande tubulaire droite ici, et puis là, on les a un petit peu en biais, mais c'est simplement des trucs tubulaires droites. Fait essentiel, au cours de la deuxième partie du cycle, la progestérone va induire une transformation sécrétoire de cet endomètre. Il ne sera plus prolifératif, il va rester à la même taille. Par contre, les glandes qui étaient tubulaires droites vont devenir tubulaires contournées. Le chorion va devenir œdémacié. Les artérioles vont devenir spiralées. Et sous l'effet de la progestérone, il va y avoir, dans un premier temps, apparition de vacuoles de glycogène au pôle basal, vacuoles glycogéniques au pôle basal des cellules glandulaires. Puis dans toutes les cellules, avec sécrétion extrêmement importante dans les glandes. Donc on a un épithélium cylindrique simple, nombreuses mitoses au cours de la phase proliférative. Vous voyez que les mitoses sont signalées ici sur la proliférative. Un stroma qui est très dense. À partir du moment où il y a la phase sécrétoire débutante et seulement après l'ovulation, parce que dans le cours qui avait été fait l'année dernière, les choses n'étaient pas très très claires, mais c'est la phase sécrétoire, c'est à partir du moment où il y a de la progestérone qui est sécrétée, eh bien apparaissent des vacuoles de sécrétion à la base des cellules glandulaires, puis elles deviennent apicales avec sécrétion dans les glandes. Un des premiers articles qui a été fait par un mec qui s'appelle Noyes, c'est-à-dire il a réussi, enfin il n'a pas réussi, mais il a établi le prototype du développement de l'endomètre au cours du cycle en faisant une caractérisation histologique. Ça, c'est un cycle prolifératif débutant. Ça, en fin de phase proliférative, parce qu'on voit qu'il y a une épaisseur de l'épithélium qui est importante. Et là, en phase sécrétoire débutante avec les sécrétions à la base sous le noyau, et puis là, une phase sécrétoire plus tardive. Fait important, entre le 18 et le 25e jour, va apparaître ce que l'on appelle une fenêtre d'implantation. La fenêtre d'implantation, c'est la période au cours de laquelle un embryon va pouvoir interagir avec l'endomètre. Alors, c'est important de connaître cette fenêtre d'implantation parce que vous savez que maintenant on fait des congélations embryonnaires. Les congélations embryonnaires fait qu'on a des embryons qui sont désynchronisés du cycle. On peut les transférer quand on veut. Est-ce qu'on aurait l'idée de les transférer au cours de la phase proliférative? Certainement pas. On pense que l'endomètre n'est pas réceptif à ce moment-là. Dans la phase sécrétoire, très certainement, mais on a appris qu'on ne peut pas le faire n'importe quand. Entre 18 et 25, on a la fenêtre d'implantation. Cette fenêtre d'implantation se caractérise par l'expression de molécules d'adhésion de type intégrine au pôle apical
des cellules de l'épithélium de l'endomètre, de la muqueuse. Après le 25e jour, ces intégrines sont exprimées par les cellules du stroma. Donc elles disparaissent. Elles disparaissent de la superficie et elles passent à l'intérieur du stroma, lequel stroma, lui, est œdémacié, un œdème du chorion extrêmement important. L'embryon qui va s'implanter, qu'on soit bien d'accord, il va s'implanter dans l'intérieur de la muqueuse. Il ne va pas venir s'accoler à la muqueuse, il va pénétrer à l'intérieur. Il va s'enfouir à l'intérieur de la muqueuse utérine. Et il sera donc entièrement recouvert par un épithélium qui viendra le recouvrir. Il va être à l'intérieur du stroma. Et donc, sur une grossesse même à terme, il y a une cavité utérine virtuelle qui est faite de l'accollement des deux feuillets, du feuillet pariétal et puis du feuillet qui a été soulevé par la croissance du fœtus. Alors, l'endomètre avant la puberté, ma foi, il n'y a pas de modification de l'endomètre puisqu'il n'y a pas de sécrétion. Donc, il est fin, un épithélium cubique bas comme on peut s'imaginer, des glandes tubulaires simples, un chorion cytogène, tout ça reste comme ça. De la puberté à la ménopause, il va y avoir des cycles menstruels, on vient de décrire. Et surtout, en l'absence de grossesse, donc en l'absence de grossesse, il va y avoir une desquamation de toute la partie superficielle de cette muqueuse qui va s'évacuer par le col et donc qui va donner les règles. L'endométriose, dont je vous ai montré quelques petites photos tout à l'heure, serait due à la régurgitation de sang menstruel par le biais des trompes au lieu de passer par le voie vaginale. Donc il pourrait y avoir chez certaines personnes un peu de liquide menstruel qui passe par les trompes et arrive donc dans la cavité péritonéale où là elles peuvent se nicher dans le péritoine et développer de l'endométriose. Bien évidemment, quand il y a le cycle ovarien suivant, cet endomètre est fonctionnel, il suit les mêmes modifications que celles que l'on vient de décrire pour l'endomètre eutopique, et à la fin, en l'absence de grossesse, eh bien, il saigne, mais comme ça ne peut pas être évacué dans le ventre, eh bien, il va y avoir des cicatrices, des adhérences, des accolements, ça va faire mal. Ça va faire mal. L'endométriose peut se développer soit de manière superficielle, profonde, éventuellement dans la cloison recto-vaginale, donc extrêmement douloureuse, et bien évidemment à chaque cycle elle reprolifère, donc elle devient extrêmement douloureuse pour les femmes qui en sont atteintes. C'est à peu près 10% des femmes qui ont ça, les femmes jeunes. Voilà. Après la ménopause, en absence de cycle, on va avoir un endomètre qui va être proche de ce qui est au début dans la période prépubère, des glandes kystiques, un chorion fibreux, mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, il va y avoir la possibilité de réveiller l'utérus et donc de le rendre fonctionnel. Le col utérin. Le col utérin, donc, termine, il est conique, il est implanté dans le fond du vagin, il se termine à l'isthme où il communique avec la cavité utérine proprement dit. Il est parcouru par un canal endocervical, lequel canal endocervical contient énormément de glandes sécrétantes. Ce sont ces glandes qui vont sécréter la glaire
cervicale. À son orifice externe. L'orifice externe, c'est facile à voir l'orifice externe du col. Il faut que la femme soit en position gynécologique. On lui met un spéculum, on met de la lumière dans le fond du vagin, et on voit très bien le col. Et on voit quelque chose qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la zone de jonction ici, entre cette muqueuse, qui est une muqueuse sécrétante, avec ses glandes anfractueuses, que l'on voit ici, alvéolées, et l'épithélium du vagin, qui est un épithélium malpigien non kératinisé. Vous savez que la kératinisée, c'est la peau, donc c'est un épithélium malpigien, pluristratifié, dans le vagin, pluristratifié, mais qui est malpigien non kératinisé. Or, à cette zone de transition ici, c'est la zone de transition dans laquelle on voit avoir assez fréquemment, pas une obligation, mais qu'on peut avoir des métaplasies de l'épithélium avec les cancers du col. Et donc, c'est des cancers du col que l'on voit ici au niveau de la zone de transition sur l'orifice externe du col. Là, une possibilité de détection et de prévention qui est extrêmement importante, qui est la réalisation d'un frottis régulièrement, tous les 2 ans, au cours de la vie génitale, d'un frottis, parce que le frottis va permettre de ramener quelques cellules superficielles, éventuellement de diagnostiquer une métaplasie, voire un cancer s'il y en a un, etc. Donc cette zone de jonction, alors cette zone de jonction est particulièrement sensible. Pourquoi? Parce que le vagin est très acide. Alors l'épithélium malpigien, il est fait pour y résister, mais pas trop l'épithélium muqueux qui est à l'intérieur de l'onocole et qui lui est particulièrement sensible à cette acidité. Alors, vous avez ici, justement, la flèche vous montre cette zone de transition avec un épithélium malpigien non kératinisé, pluristratifié, et puis la zone de transition est là, l'épithélium prismatique simple, qui va être invaginé dans de nombreuses glandes muqueuses qui vont être à l'intérieur de l'endocole. Alors, plusieurs choses à dire sur ces glandes de l'endocole. D'abord, elles sécrètent la glaire, mais cette sécrétion de la glaire, elle est hormonosensible, extrêmement abondante, sous l'influence de la sécrétion œstrogénique, qui fait que dans la première partie du cycle, la glaire va être abondante. Alors, les gynécos disent qu'elle est abondante et filante. Alors, pour les garçons, ça ressemble à du blanc d'œuf non cuit. C'est plus ou moins dense, plus ou moins filant. La sécrétion œstrogénique étant maximale en fin de phase proliférative, c'est à ce moment-là que la glaire est la plus abondante et la plus filante. Les spermatos ne s'y trompent pas, ils nagent dedans et ils remontent à l'intérieur.